Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Bonjour à tous, dans un épisode du Grenier, je suis en présence de Quentin Wirtz. Alors Quentin, je l'ai sollicité il y a quelques semaines de ça, parce qu'en fait il avait lancé un petit post LinkedIn sur l'investissement immobilier dans l'ancien que j'ai trouvé très pertinent. Donc je le suis quand même depuis quelques temps, quand même faut le dire, parce que voilà, pour inviter les gens, il faut aussi quand même qu'il y ait une certaine expertise, une légitimité. Mais du coup, Quentin m'a interpellé sur ce post et je me suis dit, quelle est l'analyse d'un jeune conseiller en gestion de patrimoine dans ce domaine-là, et tu as accepté avec, je pense, assez rapidement l'invitation et je t'en remercie beaucoup. Tout de suite, oui, bien sûr. Exactement. Non, mais tu sais, des fois, il y a des réponses. Nous, on sollicite plusieurs personnes, mais des fois, tu n'as pas de réponse et des fois, tu as des réponses 2-3 mois après. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, mon cher Quentin, comme tout bon podcasteur qui se respecte, dis-moi qui tu es, d'où tu viens, parce que tu n'es pas de Paris, tu n'es pas de Montpellier. Non. Allez, je t'écoute, dis-moi tout. On veut tout savoir. C'est ça. Ou alors, je m'appelle Quentin Wirtz, j'ai 28 ans, conseiller en investissement et en gestion de patrimoine indépendant, à destination des particuliers, des cadres et des cadres dirigeants et des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, d'où je viens? Moi, je viens de Metz. La ville où fait le plus gris en France, non? De Metz, l'est de la France. Sinon, pour parler un peu plus de mon parcours, au-delà de la région qui est très sympa, pour mon parcours, donc parcours assez classique, école de commerce à Reims, et ensuite j'ai une grosse appétence pour la finance. Me suis dirigé, qu'on aille plus loin, qu'on aille assez loin. Je commençais par des stages en banque privée, etc., où ça commençait à. Ce qui est bien, c'est de savoir le chemin à 28 ans, parce que j'ai vu ton expérience. Ouais. Comment le Quentin de 28 ans s'est retrouvé conseiller en investissement. Ouais, mais ça, parce que ton parcours, en fait, quand on regarde ton profil LinkedIn, on se dit, bon, ok, ça a l'air hyper classique. Mais à un moment donné, tu es jeune, ok, ouais. Et de se lancer à son compte, ça, c'est là où on va en parler, mais c'est la finalité. Et c'est quel est le chemin que tu as fait pour te dire, ok, c'est bon, j'ai les reins solides, j'y vais. Par rapport à ton expérience, là, tu as quand même bossé pour la Sogé, tu as quand même bossé pour Lazare, il y a quand même la dernière expérience. Donc, j'aimerais comprendre, détricoter un peu ce parcours pour comprendre un peu d'où tu viens et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Alors, pour faire ça, si on met de côté le côté pro, juste moi, mes aspirations, pourquoi j'aime bien la finance, ces choses-là, c'est que moi, en fait, je viens d'une famille assez modeste, plutôt très modeste. Et en fait, il y a toujours eu un rapport à l'argent assez particulier. Et en fait, la plupart des gens de ma famille sont très modestes, sauf une personne qui gagnait très bien sa vie. Et cette personne-là, elle faisait littéralement n'importe quoi avec son argent. Tu vois, genre, elle gagnait 6 000 euros, elle dépensait 7 000. Tu vois. Ça arrive beaucoup. Hein, ça arrive énormément. Et au fur et à mesure que quand tu grandis, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément gêné parce que cette personne-là était toujours en situation financière assez délicate, et alors qu'elle gagnait énormément d'argent, enfin plus que tout le monde. Donc, du coup, je me suis posé des questions et je me suis après naturellement, je me suis guidé vers ce genre vers des raisonnements financiers, des choses comme ça, et donc je me suis intéressé à ce milieu. Et donc, vers quel âge tu t'es posé la question? Parce que la finance... Il n'y a pas vraiment un âge, je me suis pas dit, c'est pas à 14 ans. C'était un peu... C'est un peu au cours de mon adolescence et jusqu'à mes 18, 19 ans. Tu vois, en fait, c'est quelque chose qui te trottait dans la tête, hein, qui dit, attends, c'est pas normal. Et puis à un moment donné, en grandissant, ton parcours scolaire a fait que il y a peut-être eu des réponses dans ton parcours scolaire. Voilà, c'est ça.
Parce que tu as fait quoi? Donc, école de commerce, ok, mais Ouais, donc bon après parcours scolaire tout à fait classique. Enfin, je pense qu'il y a pas vraiment d'intérêt de s'étaler là-dessus. Mais bon après c'était vraiment le pourquoi je me suis un peu intéressé vers ouais, les sujets financiers. Ensuite après l'école de commerce, bah, comme tu as dit, gestion de patrimoine. Enfin, tu sais, ça me trottait déjà un peu dans l'esprit. Donc premier stage en banque privée chez Société Générale à Paris. Donc c'était pour des clients relativement enfin, c'est de la banque privée, donc tout est relatif, tu vois. Mais c'était pour ouais. des clients qui avaient entre 500 000 et 2 millions de patrimoine à Sogé. Alors, j'aimerais bien que justement, je te coupe, je suis désolé, mais qu'est-ce que ça veut dire 500 000 euros de patrimoine net? Parce que souvent, D'actifs, d'actifs. d'actifs Alors, financiers domiciliés dans le groupe, enfin, à la Société Générale. d'accord. Non, mais ça, c'est important. Parce qu'en fait, alors, moi, je voulais faire un parallèle parce que souvent, tu sais, sur les réseaux, on parle de patrimoine. Les gens ont levé 2, 3, 4, 5 millions d'euros. Souvent, Ouais. c'est du brut, tu vois. Et j'aimerais que peut-être que tu donnes cette petite particularité de dire qu'est-ce que ça veut dire 500 000 euros d'actifs. Est-ce que c'est du net? Est-ce que c'est uniquement de la bourse? C'est de la SCPI? C'est quoi un petit peu comme type d'actif? C'est, c'est, L'immobilier, je sais pas. en fait, l'immobilier n'est pas pris en compte parce que c'est des actifs qui sont gérés, enfin, l'immobilier physique D'accord. n'est pas pris en compte. Donc, en fait, c'est forcément, presque forcément du net. Enfin, dans la plupart du temps, c'est du net. Et oui, oui, oui. Parce que c'est sous forme d'investissement directement au sein de la banque privée ou via des partenaires. Donc, ça peut être ben, une assurance vie, un plan de retraite, un contrat de capitalisation. Ça peut être de la SCPI. Ça peut être, après, il y a des thématiques, D'accord. Ok. des produits plus complexes, il y a du private equity, etc. Ça dépend où on loge tout ça. D'accord. Donc, full financier en tout cas. C'est principalement financier. Et ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc non, mais c'est important de le préciser parce que souvent on fait l'amalgame entre le patrimoine brut, le patrimoine net et aussi d'accéder à certaines banques privées. Ben, malheureusement ou heureusement, il y a des tickets d'entrée et tu peux pas, voilà, si tu as 10 000 euros sur ton livret A, tu peux pas y accéder naturellement, quoi. Voilà, C'est ça. Tu vois, faut le dire, quoi. quand on parle de ticket d'entrée, c'est forcément du net parce que c'est l'argent que tu as en cash ou pas encore, mais qui a vocation à venir dans l'AUM, Asset Under Management de la banque. Donc, c'est D'accord, des ouais. encours gérés par la banque. Donc, c'est vraiment ce qui va être géré in fine via ton conseiller de la banque privée. Et d'ailleurs, là, une question, typologie de clients que tu gérais. Est-ce que dans le fantasme de tout le monde, c'est peut-être, je sais pas moi, des personnes qui ont hérité, des personnes peut-être, ou c'est des gens qui sont faits par eux-mêmes. C'était quoi un petit peu la typologie des médecins, je sais pas. Il y a franchement de tout. Enfin, naturellement, il y a beaucoup de personnes âgées, tu vois. Enfin, Ah, naturellement, ouais, il y a ouais. moins de jeunes, quoi. C'est-à-dire plus de Il y a pas de 40, jeunes plus de de 25 45? ans. Ouais, même plus, tu vois. Il y a des Ouais, 60, 70, même eh ouais, des d'accord. gens. Et voilà, donc il y a tout. Après, moi, j'étais sur un secteur assez particulier où cette tranche d'âge, tu vois, il y a pas de, enfin, cette tranche de patrimoine, il n'y a pas de, il n'y a pas d'entrepreneurs qui ont vraiment explosé parce que si du coup ils seraient dans la tranche du dessus, ils passeraient dans une autre équipe. Et en dessous, c'est géré par d'autres personnes aussi. Donc tu sais, c'est un peu la tranche quand tu as bien gagné toute ta vie et que tu as fait les choses qu'il fallait sans non plus être dans l'extravagance, tu vois. D'accord. Non, Euh, parce que mine de rien, 500 000 sur une vie, c'est pas non plus extraordinaire. C'est voilà. bien, c'est bien. Pour quelqu'un qui a l'ambition d'investir, enfin qui investit jeune, c'est pas quelque chose Ouais, d'insurmontable. Ouais. d'insurmontable, tu vois. T'achètes une résidence principale, t'as Clairement, ouais. vite à 500 000 euros. Bon, après, là, on Hmm. parle d'actifs financiers. Donc, voilà, si tu investis en bourse 500 000 euros, si tu gagnes bien ta vie, tu arrives à investir, je sais pas, 500 ou 1000 euros par mois. Tu y es. Il suffit qu'il y ait un héritage ou deux qui tombent. Ouais. C'est assez facile, quoi. Et quand on dit héritage, c'est pas non plus le million, parce que des fois, vous pouvez avoir des héritages de 50 000 euros, Voilà. 70, 80, je veux dire, c'est pas, faut pas croire que, parce que je préfère mettre des points d'alerte, parce que souvent, il y a le fantasme un petit peu d'un investissement, et il faut aussi redescendre sur terre là-dessus. Ça peut arriver, un ticket de 30 000, un garage qui est vendu, une grange, un terrain que tu n'avais pas prévu, ça arrive, je veux dire, ça arrive. Et donc, du coup, ces clients, ils arrivent avec ce plus ou moins actif. Donc toi, tu
as fait un stage? Et on te donnait beaucoup de liberté sur ce stage ou Non, pas? non, là, c'était un stage, donc c'était assez. D'accord. Enfin, T'apprends quoi. Voilà. ouais, j'apprenais quoi. En plus, c'était mon premier stage, donc t'imagines, c'était pas une expérience la plus. Ouais. Enfin, c'était très sympa. Moi, je rentrais dans le milieu, donc j'étais très content. Tu vois. Surtout, c'était un milieu assez élitiste. Ouais. Et ça, tu l'as fait sur Metz ou sur Paris là? C'était plus sur Paris là. Ouais. Sur Paris, ok. Et du coup, après ce stage, alors, ça t'a donné la foi? T'as continué? Ouais, moi j'ai continué. Après, j'avais l'ambition d'aller vers du un peu plus technique. Tu vois, Ouais. parce que c'est là où je découvrais vraiment en profondeur fonds d'investissement, des choses comme ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un stage en fonds d'investissement. Donc j'ai été pris chez Lazare, donc pas en tant que analyste pour un fonds, enfin vraiment faire de la technique, mais là j'étais plus dans le commercial, donc j'étais sales pour les institutionnels, donc en gros pour toutes les entreprises ou banques qui voulaient investir au sein des fonds Lazare. D'accord. Donc, tu allais prospecter des banques Non, institutionnelles? j'allais pas les prospecter, c'était juste la relation avec des D'accord. Ok. quotidien, parce qu'en fait ils ont beaucoup d'argent investi, et donc c'est pas une gestion comme un particulier qui a 20 000 euros sur un produit et tu l'achètes et tu l'oublies, tu vois. D'accord, ouais. Faut le faire travailler. Là, la société, elle a un portefeuille de fonds, elle a des analystes derrière, enfin propres à la société, qui va un peu nous challenger tout le temps sur le pourquoi du comment des fonds, enfin, pour se justifier sur de la performance et des choix du fonds. D'accord. Ils sont exigeants, à mon avis. Ils sont exigeants. Non, mais bon, c'est normal, hein, quand tu gères, j'imagine, plusieurs milliards. En tout cas, il faut que ça avance, quoi. Ok, donc du coup, expérience concluante chez Lazare, Ouais, j'imagine. très sympa, très sympa. Et après, c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, la banque privée, ça me plaît bien. Enfin, ce système-là, ça me plaît bien. Mais Ouais. j'ai quand même envie de faire autre chose, de voir autre chose, et de m'améliorer. Et après, les choses ont fait que j'ai été embauché en CDI chez Primonial REIM, donc la partie immobilier de Primonial. Qui est, On va parler d'immobilier. ouais, la partie, enfin, fonds d'investissement immobilier de Primonial, qui est un des leaders du secteur actuellement en France. Donc, il y a à peu près 30 milliards d'encours sous gestion. Moi, j'étais dans une équipe spécialisée en santé et éducation. Donc, en gros, tu achètes les murs des EHPAD privés, des cliniques privées, hôpitaux privés et écoles privées, des crèches. Enfin bref, tout ce qui c'est toujours de l'ordre du privé et on achète juste les murs, on n'achète pas, on s'occupe pas du business qu'il y a derrière. Tu vois. On doit Pas de l'analyser, l'exploitation. on doit analyser les chiffres pour comprendre si le locataire a une bonne situation financière et qu'il est solvable, quoi, qui va nous payer, enfin, qui va bien payer les loyers à temps. Mais c'est tout. On s'occupe pas. Vous construisez pas? On fait de la construction si on fait de la VFA, mais c'est une partie. En fait, ça D'accord. dépend, tu vois, parce que ça dépend des fonds. Parce qu'il y avait un fonds qui était une SCPI, donc là, tu pouvais faire de la VFA. Après, il y avait d'autres fonds. Moi, j'étais principalement là-dessus. C'était des clubs deal immobiliers. Et là, il n'y avait pas de construction. C'était un portefeuille à gérer. Enfin, c'est un autre système, tu vois. D'accord. Non, mais pour que je puisse le comprendre, c'est-à-dire que des gens construisaient et vous achetez uniquement les murs et vous trouviez l'exploitant. C'était à vous de les trouver ou pas? C'était quoi Non, on le trouve avant. Il y a un besoin dans un secteur. Et, enfin, tu vois, D'accord, oui. ça dépend. En fait, il y a pas de règle. Mais comme il y a très peu d'acteurs dans ce secteur, en santé et éducation, en fait, tout le monde se connaît, donc tu sais s'il y a besoin de. Et en fait, D'accord, c'est fou, hein, ça. Hein. tout le monde se met autour. Enfin, tout le monde. Les intéressés se mettent autour de la table et on discute. Et donc toi, ton quotidien, c'était quoi? C'était Moi, j'étais sur Excel. J'étais sur Excel. C'était rédaction de baux immobiliers avec les exploitants. C'était sur Excel beaucoup, analyse financière, parce qu'en gros, moi, mon job, c'était de maximiser la rentabilité du fonds. Par exemple, sur une clinique privée, si la clinique elle était à sa pleine capacité, il y avait beaucoup de clients, enfin beaucoup de patients plutôt, dans la clinique qui commençait à devenir saturée. Et s'il y avait un terrain à côté, par exemple, on commençait à réfléchir, est-ce qu'on fait pas une extension, à quel prix, combien de mètres carrés, à quel prix, quel loyer on va en tirer derrière. Tout ça dans l'idée de maximiser la rentabilité du fonds pour les investisseurs. D'accord. Donc comment on rend une clinique rentable?
Est-ce que c'est déjà rentable, déjà de Bah, facto? ouais, c'est rentable, mais après l'analyse, c'est pas comme de l'immobilier classique. En fait, là, on se calque en gros sur les résultats de l'exploitant, tu vois. D'accord. Où on analyse les résultats financiers et c'est un peu comme ça qu'on détermine le loyer. Euh, Parce qu'en fait, il faut pas, c'est pas comme un locataire classique où si une clinique se barre, en fait, il n'y a pas une autre clinique qui revient, tu vois. C'est, C'est vrai, j'imagine. c'est pas comme un locataire classique. Bah, tu vois, donc on est très arrangeant les uns vers les autres. On sait qu'on est des partenaires. Tu sais, il y a pas de conflit, il y a pas de conflit, il y a pas de. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'un exploitant peut faire défaut? C'est Ou- impossible. En fait, c'est notre job de. Enfin, ça n'arrive quasiment jamais. Bah ouais, C'est notre job de faire en sorte que ça n'arrive pas. bah ouais, carrément, parce que D'un t'imagines. point de vue loyer, parce qu'en fait, le loyer, euh, ça représente souvent le deuxième poste de dépense. Tu vois, le premier poste de dépense d'une entreprise comme ça, c'est les salaires Ouais, ouais, des médecins? des médecins. Et après, le deuxième poste, c'est l'immobilier, tu vois. Donc, Quoi, du corps médical, je veux dire, il n'y a pas que les médecins, mais. voilà. Après, ça dépend si c'est une clinique spécialisée avec des machines, c'est encore différent, mais bon. Non, parce que moi, Globalement, j'ai des amis dans ma région, ils ont construit eux-mêmes, ils sont médecins, ils ont construit eux-mêmes leur bâtiment, mais une clinique, hein. Alors, je ne ouais, vais pas dire quelle spécificité, parce que je ne veux pas trop les mettre en avant, mais ils ouais, ont construit leur propre clinique. Alors, il ne faut pas croire que c'est une clinique de 6000 mètres carrés, hein, c'est une belle clinique, hein, je veux dire, il n'y a pas de. Mais c'est eux qui encaissent les loyers. Je veux dire, en gros, euh, c'est possible de le faire, mais il faut avoir une surface financière quand même, être très bankable. Toi, en fait, c'est que chez Primonial, toi, en fait, les parties prenantes, vous mettiez autour de la table, tu avais déjà l'exploitant pour valider ton BP, ton business plan, auprès en fait, de tes investisseurs qui étaient chez Primonial. Est-ce que c'est bien ça? bah, ça dépend quel type de fonds. Encore une fois, si c'est de la SCPI, on est assez libre de faire ce qu'on veut. En gros, Ok. les investisseurs nous font confiance. C'est des particuliers, tu vois. Tu vas pas dire sur un fonds qui pèse 4 milliards, tu vas pas dire, enfin, madame Michu qui a 30 000 euros investis sur sa SCPI, va pas dire, ah non, non, moi je suis pas d'accord avec sa stratégie. Ah, tu peux le faire, Ouais, je vois mais ce que tu veux dire. tu vois, tu peux donner ton avis, et si tout le monde est du même avis, ce sera pas fait, tu vois. Mais on prend D'accord, pas. vous avez une thèse d'investissement et ils suivent, je veux dire. En fait, Ok. dans tous les fonds d'investissement, pas forcément que immobilier d'ailleurs, tous les fonds d'investissement ont un objectif qui dit on investit sur ça de telle façon, avec tel critère, Et ça et, déroule. et tu les respectes, tu vois. Et après, bah, c'est le rôle du conseiller qui va le guider vers ce fonds de bien expliquer les objectifs de ce fonds d'investissement, quoi. Et les caractéristiques et les avantages, les inconvénients qui en découlent. Bon, et tu t'es régalé là chez Primonial? Bah, en fait, c'était très sympa, très bonne boîte. Moi, Tu j'aimais adores. beaucoup. Ouais. Après, pourquoi je suis parti, c'était plus d'ordre personnel. Enfin, c'est juste que j'avais d'autres aspirations, tu vois. En fait, Ouais. euh, je voyais mes collègues qui étaient plus âgés que moi, ma boss, le boss de ma boss, tu vois, que j'appréciais bien. Enfin, j'ai pas de conflit particulier avec eux, mais en fait, je me voyais juste pas à leur place, même si Ouais. je suivais le boss de ma boss, qui était qui était à un niveau très avancé. Enfin, j'aurais été, imaginons que j'atteignais ce poste un jour, je sais pas si j'aurais été particulièrement heureux, tu vois. D'accord. Ouais, mais ça, J'aurais pas gagné ma vie. ouais, ouais, non, mais après, il y a l'argent et puis il y a aussi les aspirations de ta génération, parce que je le répète, Quentin a 28 ans et le truc, c'est que il y a 10 ans qui nous séparent, mon cher Quentin. Mais le truc, c'est qu'en fait, en 10 ans, la génération se pose. Alors, déjà que ça commence avec la mienne, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à aujourd'hui sur OK, je gagne 5, 6, 7, 8, 10 ou 15, j'en sais rien, 1000 euros par mois ou 3000, je veux dire, peu importe, hein. Mais même 2000, je veux dire, c'est peu importe le montant, c'est quelle aspiration et quel sens je mets dans l'équation salaire, sens au travail. Donc, en fait, même tu peux très bien t'entendre avec ta direction, très bien être apprécié de ta direction parce que j'imagine que peut-être ils étaient contents de toi, j'ose espérer que oui, et que Oui, ça se passait bien, hein, il y a pas de... mais des fois, il y a des choix à faire. Ouais. Du coup, tu as beaucoup appris. Et qu'est-ce que du coup tu as fait après? Est-ce que dessus tu t'es monté à ton compte? Qu'est-ce que ça a été quoi ensuite la suite de Ouais, ben, j'ai commencé à monter la structure, etc. en Et parallèle?
en mode secret ou side project? un peu en sous-marin. Bon, on leur dira pas. Non, non, mais en fait, j'ai juste pas le droit d'exercer l'activité. Là, j'ai juste monté une structure et j'exerçais pas l'activité, tu vois. D'accord. Donc, après, j'ai fait les choses bien, enfin, dans l'ordre qu'il fallait le faire, tu vois. Oui, non, mais après, je sais pas, voilà, il y a J'ai personne respecté qui va. le contrat et j'ai pas. Voilà. Mais du coup, tu as basculé de suite à ta structure qui s'appelle Quentin Wirtz Conseil, c'est ça? C'est juste, ouais. Wirtz Conseil. Et donc, du coup, tu t'es dit, parce que tu as quand même fait, tu as eu quand même des expériences quand même chez des CPI, tu aurais pu te dire, je sais pas, je sais pas, je deviens coach, je sais pas, en SCPI. Là, tu es quand même plus généraliste, tu conseilles les gens. En fait, je pense qu'il y a aussi un côté, par rapport à ton pourquoi tu l'as fait, hein, de ton membre de la famille, cumulé avec ton expérience, qui fait que tu t'es dirigé plus vers le monde du CGP. C'est ça ou... C'est exactement ça. C'est Bon, ça. En fait, la SCPI, c'est très bien, c'est un bon outil d'investissement, mais ça convient pas à tout le monde. Enfin, c'est très bien, tu vois, mais alors, c'est pas la panacée, quoi. Il y a, alors, mettons les pieds dans le plat, mon cher ouais, Quentin. Pourquoi c'est pas la panacée? Parce que, et pourquoi tu donnes là cet avis de dire c'est pas fait pour tout le monde? Parce que ouais, moi, je discute avec beaucoup de gens, la SCPI, et même nous, on fait de l'immobilier physique, on est en concurrence indirecte, faut pas se le cacher, mais moi, je partage ton avis. Mais pourquoi, toi, voilà, c'est pas la panacée pour tout le monde? C'est quoi un petit peu ton analyse là-dessus? Parce qu'il faut savoir aussi, deuxième question, et je te laisserai répondre, mais ça a quand même dévissé la SCPI sur certains grands fonds. Est-ce ouais, qu'il y a une étude particulière à avoir là-dessus? ouais. Est-ce que je dois présenter ce que c'est une SCPI ou... Ah ben vas-y, hein, sois libre de... Oui, oui, il y en a Je qui sais le pas, savent. est-ce que tes auditeurs sont... Ah bah, il y en a qui sont, non, non, mais il y en a qui sont aguerris, il y en a pas du tout. Il y en a qui viennent pour apprendre, Ouais, et puis même ceux qui sont plus confirmés, voilà, il n'y a pas de. Non, non, ok, non. Le ça fil marche. conducteur de la SCPI, c'est aussi de savoir comment est construit une SCPI. En plus, toi, tu as travaillé dans le cœur du réacteur de comment on monte le produit de la SCPI. Donc, en fait, si tu veux, tes clients, et c'est aussi ça, de savoir, toi, ton analyse et ta définition de la SCPI, pour qu'ils comprennent un petit peu comment toi, tu choisis aussi tes produits que tu conseilles à tes clients. Et c'est ça que les auditeurs, ou en tout cas les gens qui nous regardent sur YouTube, veulent savoir. Et moi, le premier, Ça le cœur marche. du réacteur. C'est ça qu'on veut savoir. Ok, bon, bah alors tout simplement, qu'est-ce que c'est une SCPI? Comme c'est un fonds d'investissement où tu achètes des parts, donc tu donnes de l'argent à la SCPI. La SCPI achète des immeubles. Ces immeubles vont avoir des locataires, ça peut être des bureaux, ben, des cliniques, des commerces, etc., qui vont redistribuer des loyers à la SCPI et cette SCPI va verser des revenus à l'investisseur. Donc potentiellement aux auditeurs. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça a pas mal, enfin, ça a des avantages. Il y a une grosse diversification du risque, d'une part géographique, parce que ça peut être investi dans plusieurs villes, que ce soit en France, en Europe, voire parfois dans le monde, même si c'est plus rare. Tu as une diversification du risque locatif avec des locataires qui peuvent être différents, des activités différentes. Tu as aussi différentes thématiques. Donc, comme moi je suis dans une CPI thématique, donc en santé et éducation, mais tu as aussi des CPI qui sont généralistes, quoi. Voilà, donc après, voilà, c'est pour en gros, les Donc avantages ça, c'est la définition de la SCPI. Mais du coup, de la qu'est-ce SCPI. que l'avantage d'une SCPI? Je sais pas moi, on peut peut-être donner un cas concret. Voilà, là tout à l'heure tu disais que les CPI c'était pas la panacée. Pourquoi c'est pas la panacée? Bah, alors déjà, par rapport à l'immobilier classique, un des gros avantages, c'est que tu peux emprunter pour investir. En SCPI, tu peux aussi le faire, mais souvent, bah déjà, les taux actuellement sont prohibitifs, surtout pour l'investissement en SCPI. Donc actuellement, je déconseille plutôt d'emprunter pour investir en SCPI parce que si tu empruntes à 4% et que tu as une renta nette à 4%, tu vois, Ah oui, 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 il y ça a, nul, hein. Oui, oui, il y a pas trop d'intérêt, oui. il y a peu d'intérêt. Voilà, donc enfin, pourquoi c'est pas de la panacée? Déjà parce qu'il y a un problème, il y a un problème d'emprunt. Aussi, quand tu empruntes via les SCPI, souvent, tu es obligé d'acheter la SCPI de la maison qui te fait emprunter. Donc, si tu vas, Ouais. et souvent, si c'est une banque, les SCPI bancaires, c'est loin d'être les meilleurs. D'accord. Oh là là.
Donc, Coucou, coucou la MNP, la SOG, la Caisse ouais, d'épargne, salut. bah, désolé, mais enfin, c'est un peu les problématiques et c'est souvent, enfin, beaucoup de particuliers sont dans ces SCPI bancaires qui sont maintenant des mastodontes hein, de plusieurs milliards. Et en fait, ben, c'est pas celles qui fonctionnent le mieux, qui ont la stratégie la meilleure, en fait, qui se basent uniquement sur rentrée de flux pour prendre les frais d'entrée qui sont souvent assez élevés. Et donc ça se base un peu là-dessus. Donc c'est un peu Ok. Et bien alors, c'est quoi une bonne SCPI? Voilà. Donne-moi en trois, je sais pas. Une bonne SCPI, c'est quoi? Ou deux, ou une, je sais pas, mais. Alors pour- déjà, il y a Hmm. plusieurs types de SCPI. Enfin, il y a deux gros types de SCPI. Il y a en termes de frais, si on reparle des frais, il y a les SCPI avec frais d'entrée, les SCPI sans frais d'entrée. Tu vois. Donc les CPI sans frais d'entrée, elles sont pas philanthropes, elles se rémunèrent ailleurs, tu vois. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de frais d'entrée, ça veut dire qu'il y a des frais de gestion plus importants. Et après, il y a les CPI avec frais d'entrée, donc il y a des frais de gestion moins élevés et avec des frais d'entrée assez importants. Après, quel est le bon choix? En fait, les deux peuvent être pertinents, ça dépend principalement de la durée d'investissement auquel tu vas rester, parce qu'au bout d'un moment, si tu prends une SCPI avec des frais d'entrée, au bout d'un moment, elles vont être, enfin, ces frais vont être amortis. euh, Oui, dans- comme l'achat immobilier direct, il y a les frais inhérents, le notaire, les frais d'agence, tout ça, qui sont amortis les premières années. Ouais. D'accord. Alors que, avec une SCPI sans frais d'entrée, c'est ok, t'as pas de frais d'entrée, mais tu as des frais de gestion qui sont plus importants. Souvent, enfin, sauf si c'est quand même plus avantageux actuellement, je trouve, d'avoir une SCPI sans frais d'entrée. D'accord. Oui, ça aussi, il dépend de période aussi. Ouais, enfin, surtout parce que les SCPI, après c'est d'un point de vue conjoncturel aussi, au-delà des frais et de ce que ça nous coûte, d'un point de vue conjoncturel aussi, les SCPI sans frais d'entrée sont jeunes et actuellement les SCPI jeunes ont un avantage comparatif par rapport aux autres parce qu'elles sont rentrées sur le marché immobilier souvent il y a 3 à 4 ans et donc elles collectent beaucoup maintenant. Surtout là ces dernières années. Ouais. Enfin, cette année-là, elles collectent beaucoup et en fait, elles arrivent à acheter. Elles collectent beaucoup de cash et elles arrivent à acheter des biens qui sont décotés, qui sont vendus par d'autres SCPI, donc souvent les gros mastodontes, si tu veux, qui vendent, qui sont obligés de vendre parce qu'ils ont de la décollecte, parce qu'ils ont eu des baisses de parts assez conséquents. Donc les gens ne sont plus satisfaits de ce produit financier-là. Ils les vendent et donc on se retrouve face à un problème de liquidité. La SCPI qui se retrouve obligée de vendre galère un peu, donc elle doit baisser mécaniquement ses prix. Et c'est là où les nouvelles SCPI ont un avantage comparatif, c'est qu'elles ont le cash pour acheter ces biens décotés-là et donc avoir un rendement C'est fou ça, hein. plus important. Donc en fait, je sais pas si c'est une stratégie. Enfin, il y a un peu de chance dans le timing aussi de Oui. leur part. Ils ont lancé ça au bon moment, mais bravo à eux en tout cas parce que actuellement c'est payant quoi. D'accord, ok. Parce que du coup, quand tu parles voilà, du montage d'une SCPI, quand un client arrive, il te dit je veux telle SCPI. Est-ce que toi tu vas l'analyser, tu vas lui dire ah ben voilà monsieur, madame le client, tu vas lui dire non, ça n'est pas bien, ou est-ce que les clients arrivent avec des idées un peu arrêtées, je veux dire, quand ils ont fait leur Rarement, roche? rarement. Apparemment. Souvent, ils prennent un conseiller justement pour l'écouter, entre guillemets. Donc, bien sûr, Ouais. ils ont leur avis, mais c'est plutôt, je donne, moi, mes préconisations et eux, ils disent, alors oui, cette partie-là, j'ai beaucoup aimé, cette partie-là, je suis pas sûr. Soit vous pouvez me réexpliquer vraiment les avantages et les inconvénients de ce truc-là, ou alors pas du tout, moi, ça me plaît pas, je veux pas parler de ça, je veux plutôt aller vers autre chose. Donc là, on en rediscute et on essaie de trouver une solution adaptée. D'accord. Parce que, en fait, dans quel cas on peut commencer, soit par, je vais faire la transition avec un peu l'immobilier physique, Ouais. mais dans quel cas on peut soit commencer par une SCPI ou soit du LMNP? C'est Ok. quoi un petit peu de l'immobilier physique? C'est quoi pour toi? Voilà, bon, Mickaël arrive, il hésite entre la SCPI et le LMNP. Qu'est-ce qui va être des critères déterminants pour que tu l'orientes vers une solution plutôt qu'une autre? Ça dépend déjà du profil de la personne. De manière générale, je préfère orienter vers du LMNP parce que tu as l'effet de levier du crédit Ouais. qui est plus avantageux. Donc,
moi, naturellement, je guide les gens vers le LMNP, surtout s'ils sont jeunes. J'ai beaucoup d'amis là actuellement qui gagnent plutôt bien leur vie, qui ont à peu près mon âge et qui veulent se lancer dans l'investissement. Je leur dis, bah, allez, si vous avez un peu la foi de gérer du LMNP, allez-y, quoi. D'accord. C'est un peu de travail. Enfin, voilà, c'est aussi l'inconvénient de l'immobilier physique, Ah ouais. c'est que c'est pas vraiment passif, c'est que ça Non. demande beaucoup d'investissement en temps. Et en fait, plus, enfin, tu le sais mieux que moi, plus tu vas aller chercher du rendement, plus ça va demander du travail et du temps passé sur cet actif-là, tu vois. Ah bah, plus le rendement est élevé, plus le taux d'emmerde est élevé. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est aussi simple que ça. Donc, Ouais. si tu vas aller chercher ton rendement, tu dois bosser pour. Et bah, ce qui est assez logique, quoi. C'est un marché assez Mais efficient, entre guillemets. tu vois, je me dis, est-ce que, alors là, je vais pas prêcher pour ma paroisse pour le coup, mais est-ce que tu penses pas que c'est une histoire aussi de cycle, tu vois, par exemple, quand là je te dis de commencer par une SCPI ou du LMNP, est-ce qu'il n'y a pas des périodes plus propices? Parce que tu vois, là même l'immobilier physique aujourd'hui, il y a des taux quand même qui sont relativement plus hauts que ce qu'on a connu par le passé. Moi, je trouve qu'il y a des solutions, puisque nous on le fait au jour le jour. Mais est-ce que tu penses pas que par exemple aujourd'hui peut-être il faut commencer par de l'immobilier physique et après de la SCPI? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire un peu de thèse d'investissement personnel à avoir aussi dans les années futures, parce que l'investissement c'est du long terme. Carrément. Après, comme je t'ai dit, c'est en fonction des profils. Tu vois, si tu as un profil qui a volonté de créer un empire, entre guillemets, tu vois, d'investir beaucoup régulièrement, etc., jusqu'à ce que tu deviennes, enfin, que tu ailles à la retraite, quoi, disons. Je conseille de passer par du LMNP parce que bah, tu as plein de mécanismes qui permettent de baisser la fiscalité. Voilà, le MNP, tu as le principe d'amortissement. Si tu veux, on pourra revenir, Ah bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, vas-y, hein. on Moi pourra je connais, revenir, mais plein de on gens qui pourra connaissent revenir pas. là-dessus après, tu vois. Mais bon, non, mais enfin, tu veux que je fasse un petit tour de la fiscalité en IMO Ouais, ou... vas-y, ouais, ouais, carrément, parce que c'est aussi pour ça, moi j'ai tapé sur ton post LinkedIn, c'est qu'en fait il y avait une certaine expertise sur la fiscalité immobilière, même SCPI et LMNP, tu peux naviguer entre les deux, Ouais. mais parle-nous déjà de la première fiscalité que tu souhaites, là, on peut évoquer la SCPI, et la fiscalité de la SCPI pour voir un petit peu si c'est... Euh, ouais, de la SCPI, bah alors, la fiscalité de la SCPI, c'est un peu... ça dépend. En fait, c'est sur des SCPI qui sont investis, où les actifs immobiliers sont en France, ce qui représente actuellement l'essentiel du marché. Tu as un problème, c'est justement la fiscalité, parce que c'est comme de l'IMO classique, de l'immobilier classique en direct, c'est-à-dire que tu payes ta tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc, ça peut être la tranche marginale d'imposition maximum, c'est 45%, plus 17,2%. Donc, ça veut dire que tu peux, pour les tranches d'imposition les plus hautes, te retrouver jusqu'à 62%, 62,2% d'imposition sur tes loyers. Ouais, c'est énorme. Donc, il y a plus de la moitié du loyer qui part euh, comme ça, ce qui est assez énorme. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller actuellement, c'est des SCPI qui sont européennes. Eh oui. Donc, c'est des SCPI qui sont investis en Europe, hors France, enfin, parfois en partie en France. Donc, c'est beaucoup plus avantageux fiscalement parce que déjà, tu n'as pas de prélèvements sociaux à 17,2%. Donc, c'est une économie assurée de 17,2%. Et en plus, les biens immobiliers, enfin, tes revenus immobiliers, ils sont taxés dans les pays où se trouve le bâtiment. Donc en fait, en fait, c'est assez simple de pas trouver, enfin de trouver un pays qui est moins taxé que la France. Tu vois. Donc tu peux investir en Allemagne, aux Pays-Bas, en Europe de l'Est, bref, peu importe. Et en fait, il y a des conventions fiscales qui sont établies entre les pays européens et la France, la plupart du temps. Et donc, bah ça, déjà, l'économie de 17,2%, les conventions fiscales, en général, pour un investisseur classique, disons, qui gagne plutôt bien sa vie sans rentrer dans des strates folles. Donc un investisseur avec une TMI à 30%, en général, tu payes autour de 20% d'impôts sur la SCPI européenne. Donc par exemple, si tu as, si un investissement enfin une SCPI qui te rapporte 5% par an, et ben en fait tu vas être rémunéré à 4% net
d'impôts net de tout. Donc, quand je dis Ouais. 5%, rémunéré à 5% par la SCPI, c'est net de charges, net de tout, parce que tout ce qui est versé par la SCPI, c'est net de tout, sauf des impôts. Voilà. Ok. Et du coup, la fiscalité du LMNP, là, pour le coup, Ouais. La fiscalité du LMNP, ça c'est différent. Je vais peut-être faire un comeback sur la fiscalité immobilière en général. ouais, vas-y, ouais. Je pense que ça peut être pertinent pour les auditeurs. Parce qu'en fait, en général, quand tu investis en immobilier, tu as le choix entre deux grandes façons de te faire imposer. Si tu veux, tu as l'impôt sur le revenu, c'est le plus courant. Donc en gros, tu touches tes loyers, tu peux déduire tes charges, donc les intérêts, la taxe foncière, la copro, etc. Mais bon, elles sont généralement faibles. Et sur le restant, tu vas payer des impôts qui sont lourds, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 62,2%. Ouais. Donc c'est plus que la moitié. Donc, avec ça, c'est difficile d'avoir un cash flow positif ou à minima pas trop négatif. Et donc à la fin, le TRI de l'opération, il est pas forcément ultra intéressant. Donc ça, c'est une partie. Après, tu as la partie à l'impôt sur les sociétés. C'est souvent en SCI. Donc là, ce qui est sympa avec l'impôt sur les sociétés, c'est que tu as la possibilité de créer des charges fictives que tu ne payes pas vraiment. Hein, c'est juste un mécanisme comptable. Et donc, il y a le principe de l'amortissement, où tu considères que le terrain, tu considères que le bâtiment va Se déprécier. se déprécier dans le temps. Bah, tu connais bien le principe. Ah oui, 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 oui. Donc voilà, en fait, tu vas créer une charge fictive qui est Ouais. totalement comptable et qui va venir déduire ton revenu imposable sur le bien immobilier. Donc ça, c'est ce qui est cool, c'est que finalement, pendant toute la durée du bien à l'impôt sur les sociétés, tu payes assez peu d'impôts. Ouais. En contrepartie, là où ça va un peu piquer, c'est à la revente, où en gros l'administration fiscale va réintégrer tous les amortissements dans le calcul de ton bien. Exactement. Et donc la plus-value, elle va être énorme, et donc l'impôt sur la plus-value va être assez confiscatoire. Voilà. Là, j'en arrive sur le LMNP. Avec le LMNP, tu as un peu le meilleur des deux mondes. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as le mécanisme d'amortissement où tu payes assez peu d'impôts pendant la durée de vie de l'investissement, et tu as le mécanisme de la fiscalité, de l'imposition sur la plus-value du particulier, quoi. Ah ouais, ça c'est magique ça. En fait, c'est un peu la solution parfaite, au moins pour le but, parce qu'après, le LMNP, il y a des limites, Ouais. notamment les limites de revenus, tu le sais. Ouais. Donc, c'est 23 000 euros par an et un revenu supérieur à la moitié de ce que tu gagnes. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Après, sur le côté revenu, là, il y a toujours un débat, c'est est-ce que tu peux taper ton plafond, tu gagnes 20 000 euros par an, foyer fiscal. Est-ce que tu peux taper 19 999 de revenus LMNP, ou c'est 10 000 de revenus LMNP? Parce que moi, on m'a toujours dit que c'était 20 000. Oui, normalement, moi je pense que c'est ça aussi. Oui. Ok. Non, mais c'est important de le savoir, parce que en fait, ce que les gens n'arrivent pas à savoir, et je pense qu'en clientèle tu dois le voir, ou même quand tu discutais un peu avec ta famille, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, du coup tu discutais un petit peu avec les investisseurs un peu plus aguerris que toi. Les mecs ils te disaient, écoute, tu empruntes sur 10 ou 15 ans, tu achètes des appartements ou des immeubles, tu mets des locataires et tu attends. Voilà. En fait, la définition, elle est pas trop mal, mais en fait, on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure entre les CPI et les MNP, par où commencer. C'est qu'en fait, c'est une histoire de génération aussi, et de timing et de cycle. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que ce sera différent à l'avenir, certainement, mais le meublé, a pris son essor ces 10 dernières années, mais a raison, parce qu'en fait, comment dire, déjà, il y avait un besoin de locataires, de marché, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le Covid n'a fait qu'accélérer, mais en gros, les gens ont voulu plus de mobilité, mais avoir du plug and play, c'est-à-dire un meublé, t'arrives, tu poses tes valises. Ouais, c'est ça. Et ensuite, fiscalement, les investisseurs s'y sont retrouvés, puisque, comme tu le disais, le meilleur des deux mondes, on avait les amortissements d'un côté et la plus-value des particuliers quand tu revendais. C'est magique. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, mais ok, vous n'allez pas défiscaliser avec vos... si vous faites, je sais pas moi, d'autres supports, dispositifs fiscaux. Par contre, vous n'allez pas payer d'impôts pendant plusieurs années, entre 5 et 8 ans, voire plus en fonction des projets, sur vos revenus fonciers. Donc en fait,
les gens n'arrivent pas à comprendre, et franchement, à pas comprendre. Et je peux comprendre aussi qu'il y a entre, comme tu disais, ces charges un peu fictives, entre guillemets, qui sont effacées, en tout cas qui sont amorties comptablement, et aussi le déficit fiscal. En fait, il y a aussi le résultat comptable et le résultat fiscal. Et ça, les gens ont du mal un peu à, tu vois, alors je sais pas, est-ce que tu peux apporter ton analyse là-dessus, mais le dire avec différents mots que ce que je viens de le dire, mais moi, c'est ce que je constate en tout cas, cette différence que les gens ne comprennent pas. Entre tu peux répéter, j'ai pas. Le résultat comptable et le résultat fiscal, tu vois, c'est souvent Ouais. cette différence qui n'est pas comprise. Bah, en fait, c'est juste une écriture comptable. Exactement. Ouais. Enfin, c'est vrai que les gens, ils sont pas familiers avec la comptabilité en général, mais en fait, on considère tout simplement que le bien va se déprécier, alors que bah, souvent c'est l'inverse. Mais bon, Mm. bref, on considère juste que le bien va perdre de la valeur dans le temps, et comme dans toute entreprise, si un bien se déprécie dans le temps, on doit le compenser. Et, en fait, on doit compenser ça comme si c'était une charge, tu vois. Exactement. Mais, et tu vois, c'est ça que les gens comprennent pas. C'est que tu vois, ta phrase est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bizarre, mais on amortit quelque chose qui se déprécie, mais qui se valorise dans le temps. Mais en fait, enfin, c'est très contre-intuitif. Et ouais. Et, ouais, et c'est vrai que d'un point de vue comptable, en fait, c'est juste tu crées une ligne charge qui n'existe pas. Ah, C'est mais pour ça que je dis fictif. En fait, fictif, c'est très important parce que sur ton résultat euh, mm. fiscal, enfin, ton résultat, l'impôt va prendre en compte ton bénéfice net sur le bien, donc une fois toutes tes charges déduites, mais tu vas te rajouter une charge, en fait. Et c'est ça c'est ça qui est important dans l'histoire, c'est que tu te rajoutes une charge qui n'existe pas, mais où tu as la chance de l'avoir quand même, parce qu'elle va faire baisser ton bénéfice fiscal, mais elle n'existe pas. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement que ça. Non, mais c'est ça. Et puis surtout, c'est que ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, il y a, tu sais, ce fameux cash flow positif ou trésorerie positive là, qui est très marketingment parlant intéressant, et que les gens comprennent pas. C'est-à-dire que tu peux être en trésorerie positive, donc en cash flow positif, mais ne pas payer d'impôt comptable sur ton produit d'investissement. C'est-à-dire que tu peux être, je dis une bêtise, sur ta fiche de comptabilité à moins 5 000 ou moins 10 000. C'est ce qui Ouais, fait que tu ne payes pas d'impôt sur tes ouais, revenus fonciers, mais ta trésorerie est positive. ouais. Et en fait, c'est pareil. En fait, c'est pour ça que le LMNP, moi, je le compare beaucoup à l'entrepreneuriat un peu au sens large. C'est qu'en fait, dans le monde de l'entreprise, tu vois, tu peux avoir de la trésor, d'accord? C'est pas un sujet, mais tu peux être en négatif. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Pourquoi? Bah, c'est un peu C'est comme enfin, ça. le LMNP, enfin, quand tu investis en LMNP, même en immobilier en général, mais surtout en LMNP, tu es un peu entrepreneur parce que tu as tout. Déjà, t'es imposé aux bénéfices Au BIC. au BIC. Donc, Ouais. c'est pas une activité privée. Tu T'as un vois, SIRET aussi, hein? Il faut pardon? savoir, hein. T'as un Ouais, voilà. SIRET. Enfin, t'es considéré comme une petite entreprise, tu vois. Donc, Exactement. t'es un entrepreneur, tu vois. C'est ça. Et Bon, donc, il avec faut. de bien, tu le seras pas, mais si tu commences à dupliquer, oui, c'est sûr. Ouais. Oui, non, mais voilà, mais c'est juste sur le Ouais. principe, tu vois. Du coup, tu dois assimiler des mécanismes, tu dois assimiler Oui. certaines choses qui ne sont pas, qui sont pas présents normalement dans la fiscalité du particulier ou voilà. Tu vois, donc là, typiquement, l'amortissement, c'est quelque chose qui est propre aux entreprises et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre ce système, c'est parce qu'ils soit ils ne sont pas comptables, soit ils ne sont pas chefs d'entreprise, ce qui est le cas de la plupart des gens. Ok. Est-ce que du coup, tu as un cas concret d'un client là, que tu as conseillé récemment sur du LMNP? Est-ce que tu l'as orienté sur un type d'investissement particulier en immobilier? Est-ce que tu pourrais nous partager un cas concret je sais pas, d'un client? Voilà, sans donner de nom, bien évidemment, sans Ouais. donner peut-être, mais donner voilà, un cas concret. Ben, dernier client en date, jeune active qui a, je crois, 26 ans, euh, qui travaille à Paris, qui gagne bien sa vie, et qui va investir, enfin qui est originaire de Metz comme moi, Ouais. et qui va investir dans la ville ou dans les villes à côté. Donc là, je privilégie le LMNP. Euh, Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Tu lui as conseillé? C'est quoi après la suite? C'est la suite, bah, je travaille avec les agents immobiliers en local ok, d'accord, pour, super. pour avoir des biens. Parfois, même en dehors des agents immobiliers, il peut y avoir du off-market parfois. Ça existe. Mais Euh, c'est toi qui fais toute cette offre-là?
Bah, j'essaye de coordonner. En fait, là, je l'ai fait. C'est pas mon offre que je fais à tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que je connaissais un peu la personne, enfin, personnellement, et ça m'intéressait de le faire aussi. Ok. Donc là, c'est un peu du conseil pour un peu plus personnalisé. Enfin, là, peut-être je sors, j'enlève ma casquette de Ah ouais, CGP. ouais. Parce que là, tu fais boîte clé en main ou en tout cas Ouais, assimilé. voilà. Mais là, je fais pas. Enfin, c'est pas moi qui vais coordonner les travaux et tout. Enfin, D'accord, ouais, c'est pas moi qui le fais. as fait un coaching un petit peu Peut-être plus plus tard, poussé. on verra. Mais là, c'est pas le cas actuellement. Enfin, c'est pas ce sur quoi j'ai envie de me diriger. Mais Hmm. là, c'était plutôt pour elle. Mais en gros, oui, c'est une personne qui est jeune, qui a envie d'investir, l'immobilier, enfin, qui a aussi, qui a touché une somme d'argent, d'un héritage. Donc là, c'était une partie, immobilière, donc à crédit pour maximiser l'effet de levier, pour Parce investir que, à crédit. Et avec l'autre partie, on investit en cash, enfin en cash entre guillemets, on investit en direct, il y avait une partie bourse, une partie assurance vie. d'accord, ok. Bah, du coup, c'est quoi un petit peu les produits que tu l'as conseillé? Tu l'as un studio, un T2, une coloc, un immeuble, ou qu'est-ce qui est possible de faire à Euh, Metz ou dans il les y a, il y environs? a bon, après, coloc à Metz, je pense que c'est un peu saturé, donc c'est bien si tu te différencies, ça peut être très avantageux, mais il y a aussi un risque, tu vois, un rendement égal risque. Si Ouais, tu fais un coloc, c'est sympa niveau rendement, mais ça demande une gestion qui est plus compliquée. Et je puis vous surtout, confirme. ouais. Et puis comme elle est à Paris, elle n'a pas envie de trop s'impliquer dans la gestion. Donc ça va pas être du haut rendement, ça va être quelque chose d'assez classique entre guillemets, tu vois, un rendement brut à 7%, 6,5, voilà, ça va pas Bah, écoute, c'est déjà bien, hein, mais à nous c'est dans le sud, on a un rendement moyen, c'est pas ça, hein. Donc c'est un peu plus bas, mais c'est bien. ouais, non, mais après, moi, je te dis ça, c'est pas dans le centre-ville de Metz, c'est dans des villes D'accord. euh, Ouais. à côté, c'est pas la campagne non plus. Enfin, il y a une forte demande parce que nous, à la frontière à Metz, il y a le Ouais. Luxembourg qui, qui fait, enfin, il y a une forte concentration de Ouais, une population. forte tension locative qui fait que Donc, en par la fait, même proximité. si tu vas à la campagne, entre guillemets, il y a de la demande assez forte. D'accord. Ok. Et du coup, côté financier, tu l'as orienté plutôt vers quoi? Côté financier, bah, il y avait une part assurance vie, Ok. une part assurance vie, donc c'est de la bourse, il y a une partie ETF. ETF World simple. Et c'est toi Et qui drive ça ou juste tu leur dis, voilà, c'est moi qui euh, drive enfin, c'est pas comme l'immobilier où je m'en occupe de loin, mais bah, tu vois, en gros, l'immobilier, c'est plus du conseil pur. oui, Je te dis, entre guillemets, ce qu'il faut faire et charge à toi de te l'appliquer. Bon, là, dans le cas de cette cliente-là, je la connaissais un peu, donc j'ai été un peu plus loin. Mais la partie financière pure, c'est moi qui fais tout. Donc, tu pilotes, tu choisis les ETF. assurance vie, ça. Après ETF, voilà, c'est le produit d'investissement au sein du contrat. L'assurance vie, c'est juste un Oui. outil. Euh, et tu mets enfin presque ce que tu veux dans l'assurance vie. Donc c'était une partie ETF, il y avait un peu de produits structurés, produits obligataires qui fonctionnent bien actuellement. Est-ce que ce sera le cas dans quelques années? Je sais pas, mais après c'est tout l'intérêt de mon job, c'est qu'une fois que tu es client d'un conseiller en gestion de patrimoine, a priori, si ça se passe bien, c'est à vie. Et donc, tous les ans, on fait des rééquilibrages en fonction des tendances de marché et des envies du client et de ses objectifs. Tu vois. D'accord, ouais. Parce que là, aujourd'hui, tes clients sont plus un petit peu trentenaires. C'est quoi un petit peu la typologie que Bah, tu as ou de tout âge? c'est assez large. Bah, comme je suis jeune, naturellement, tu te doutes que j'ai quand même pas mal de jeunes. Qui te sollicitent, d'accord? Ouais, Ouais, bon, des jeunes avec une bonne situation financière qui me sollicitent. J'ai aussi des personnes plus âgées, 50, 60 ans, qui ont des patrimoines immobiliers. D'ailleurs, dernièrement, j'ai une personne, enfin, c'était un enfant avec ses parents qui m'a consulté pour optimiser toute la fiscalité, qui avait amené, enfin, la fiscalité, pas vraiment la fiscalité, mais plutôt la transmission du patrimoine, parce que les parents ouais. commencent à être assez âgés, 70 ans en gros, 60-70 ans, et ils ont un gros patrimoine immobilier, plus d'1,5 million. Donc c'est Net, ouais, net, parce qu'en fait, il n'y a pas de crédit. il n'y a plus de crédit. Bah, Donc, au moins, c'est clair, hein. Et du coup, c'est intéressant, là. Qu'est-ce que tu leur as conseillé, du coup? C'est quoi un petit peu la stratégie, bah, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, que tu ouais, leur as conseillé?
Tu veux sur la partie succession pure ou sur la partie Bah tout, ouais. Bah, là c'est intéressant ce cas concret, c'est-à-dire parce que ça arrive ça, hein. 1,5 million, c'est pas non plus déconnant, comme tu disais, résidence principale, 4-5 investissements bien faits il y a quelques années, sans crédit, ça va vite, hein. 1,5 million, ça va vite, hein. Ça va vite. Ouais. En gros, l'idée c'était de transmettre deux, parce qu'il y avait la résidence principale qui prenait une grosse partie de cette somme. Parce que un 5 qualifie, hein, sans abattement. Ouais. Donc il y a aussi ce sujet-là que peut-être que tu as dû aborder. Il y avait ça, ouais. L'idée c'était de vendre deux gros biens, Ouais, 400 000 euros chacun. merci. Très bien. Parce qu'en fait, la personne n'avait jamais fait l'exercice de poser la rentabilité Non. nette des biens, tu vois. Ah ouais? Et en fait, tu te dis, c'est assez incroyable de monter à un tel niveau de patrimoine sans vraiment poser la rentabilité. Ouais, mais parce qu'il y avait du cash. De faire, voilà. Tu vois, en fait, il se disait, j'ai ça. Ça tourne. J'ai ce bien, et en fait, tous les ans, j'ai X milliers d'euros qui rentrent. Tu vois. C'est fou. Et en fait, ça c'est. En fait, les gens ne font pas l'exercice. Et en fait, une fois que tu fais l'exercice, tu poses les chiffres, tu les détailles. Rentabilité finale dans le coin en bas à droite, 1,50%. Tu vois. 1,50? Ouais. Et tu te dis, mais attends, en fait, là, c'était en gros la moyenne sur les deux biens, tu vois. Oh là là. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah bah déjà, tu leur dis, avec l'inflation, déjà, tu perds de l'argent, déjà. Ah voilà, avec l'inflation, tu perds de l'argent. Ouais. Rentabilité, on parle plus d'impôt parce que c'est la rentabilité nette. Et oui. Après impôt, il faut vendre ça. Il y a l'IFI, il y a un aspect transmission à aborder. Enfin, c'était assez. Du coup, en fait, une fois que tu poses ça, c'est assez simple de se rendre compte qu'il y a un problème. Tu vois. Parce que là, du coup, ils ont vendu 2 fois 400. Si je résume, en fait, 2 fois 400, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont dû. C'est les parents qui ont pris les 800 000. On va faire court, hein, je sais pas s'il y a des décotes ou quoi, mais c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas transmettre 800 000 euros comme ça. En fait, déjà, il y avait 3 enfants. D'accord, donc 150 000 par enfant, j'imagine. Donc ça fait. Ouais. Après, il y a. En fait, il y avait. En gros, ils ont 800 000 en cash. Ouais. Et tu as une décote de 100 000 euros par enfant et par parent. D'accord. Enfin, un abattement sur les transmissions et donations. Ouais, 100 000, pas 150 000. Okay. Donc en fait, en gros, tu peux transmettre déjà 600 000 sans fiscalité parce qu'il n'y avait aucune donation, rien qui a été fait auparavant. Donc les libéralités n'ont pas été entamées, si tu veux le terme exact. Ah ben on veut être précis dans le podcast du grenier, on veut être précis. Voilà. Tu as raison. Voilà. Donc il y avait 600 000 euros qui sont. En fait, il y avait la fiscalité à payer seulement sur 200 000 euros. Mais là, comment on a fait, c'est on a investi. Déjà, j'ai découpé le truc en deux, donc ça tombe bien parce que les deux montants étaient les mêmes, tu vois, ça tombait bien. Ouais. En gros, 400 000 euros, c'était en donation simple, 100 000 euros, et après, voilà, c'est pas encore fait, mais on va voir ce que je vais faire avec les enfants pour la suite, tu vois, pour ces 400 000 euros là. Et avec les 400 000 euros restants, en fait, pour éviter d'avoir une double, de payer des droits de succession maintenant. Ce que j'ai fait, c'est justement, on a investi en SCPI. Enfin, on va investir en SCPI les 400 000 restants en démembrement de part de SCPI. Ce qui fait qu'en fait, je vais transmettre moins de 600 000 euros avec le démembrement. Et donc, il y aura zéro droit de donation sur 800 000 euros transmis. Et en fait, les parents gardent du fruit. Donc, ils vont continuer à toucher les loyers de la SCPI. Donc, les SCPI, là, le loyer net, ce sera autour de 4%. Donc, c'est plus du double du rendement qu'ils ont actuellement. Et ils ont transmis la nue-propriété à leurs 3 enfants qui la récupéreront naturellement et automatiquement à leur décès. Ouais. En espérant que ça dure le plus longtemps possible. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu vois, en donnant cet exemple, ça permet de... Tu vois, parce que tu as dit beaucoup de choses, et si on le synthétise, c'est que vraiment, il faut faire ses calculs, faire ses maths en immobilier, c'est hyper important. Et surtout, c'est que, tu vois, on a parlé d'immobilier physique, tu as vendu parce que c'était le bon moment. Une SCPI qui est bien, à démembrement encore plus. Et ça, beaucoup de gens ne le font pas. Et surtout, ce que je vois, moi, je ne sais pas si tu le vois toi aussi, c'est tout ça, il faut l'anticiper. Et beaucoup de gens ne l'anticipent pas parce qu'un
En fait, quand tu fais un démembrement, c'est une des solutions de donation-succession qui est le top quand tu commences à voir. Moi, je dis ça parce que dans ma propre famille, ils le font pas. Ils vont se faire Ouais. massacrer une partie. Donc, tu as beau leur dire, et c'est même malheureux, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, ça permet, en jouant avec les règles qu'on nous donne, d'optimiser tout ton patrimoine familial en douceur. Et il y a plein de choses. Bah ouais, c'est ça. Et là, dans le cas des parents, en fait, les parents, ils étaient très attachés à l'immobilier, pas spécifiquement à cet appartement, enfin à ces deux appartements-là, tu vois, mais juste à l'immobilier en général. Ouais. Et du coup, bah, la SCPI, ça ne modifie pas leur allocation d'actifs, tu vois. Tu gardes toujours cette partie immobilier. Enfin, je parle de l'allocation d'actifs de la famille, tu vois, Oui, globalement. oui, oui. Tu vois, parce que forcément, si tu donnes une partie aux enfants, ça va changer la répartition. Mais bon, bref, ils gardent toujours de l'immobilier. C'est de l'immobilier. Enfin, comme ils deviennent assez âgés, ils ont plus envie de gérer. Ils ont carrément pas envie de faire du haut rendement. Ils ont pas envie de faire de Ouais. l'MLP. Enfin, ce qui est totalement compréhensible au-delà d'un certain âge. Bah, typiquement, là, la SCPI, c'est parfait, quoi. Ça correspond bien, ça leur fait un revenu en plus régulier, en plus pour la retraite. Bon, là, le fait est qu'ils en avaient pas forcément besoin, mais c'est toujours ça en plus qu'ils peuvent redistribuer aux enfants après comme Exactement. présent d'usage, des choses comme ça, tu vois. Bon, ils t'ont dit merci. Bah, c'est en cours, là. Donc ouais, mais ils ont l'air assez satisfaits. Ouais, non, 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 mais je pense que tu vois, les conseils de pouvoir jouer avec les règles fiscales, les dispositifs, c'est hyper important. Et c'est pour ça que le monde de la gestion de patrimoine a du sens. Bah ouais, Euh, mais ça avait du sens parce que là, d'une part, ils ont gagné en rendement parce qu'en fait, en fait, c'est ultra simple de faire plus que 1,5% de rendement actuellement. euh, Un simple livret A fait 3%. Ils ont plus de rendement et ils ont économisé des droits de droits de sur. succession. Ouais, le coût d'opportunité est énorme quand même. Le, Ah, en le fait, coût là, de. en fait, c'était le cas, il était assez simple et extrêmement parlant, tu vois. Ouais, C'est facile de payer. Enfin, tu payes un conseiller et là, ils ont tout le monde, enfin toute la famille a économisé des centaines de milliers d'euros, tu vois. Enfin, ou gagné centaines de milliers d'euros in fine sur plusieurs années, quoi. d'accord, ok. Parce que toi, si on parle de ton modèle, toi, tu es plutôt au forfait, comment, ou Moi, j'ai un comment modèle tu. hybride, donc j'ai une partie à la commission comme 95% des gens du domaine, et j'ai une partie à l'honoraire, Ok, bah, comme un avocat ou un notaire, un expert au comptable, conseil, ouais. de conseil pur. Ok. Et aujourd'hui, là, bon, nous, on s'est rencontrés via LinkedIn, mais toi, c'est plutôt tes clients arrivent par bouche à oreille, LinkedIn ou. Ouais, moi j'ai une partie via LinkedIn, j'ai une partie via mon réseau perso, donc Hmm. à Paris ou à Metz, et j'ai une partie via mon réseau pro, donc des apporteurs d'affaires, type un expert comptable, agent IMO, choses comme ça. Ok. Parce que tu es quand même assez présent sur LinkedIn, tu publies quand même pas mal de mémoire. Tu essaies de te régler. Pourquoi tu fais ça Ah, c'est. déjà pour me donner de la légitimité, parce que tu vois que je suis jeune, tu peux te poser la question, bah lui il est très jeune, il a forcément moins d'expérience que quelqu'un qui a 60 ans par exemple, tu vois. Ça, Euh, c'est pas dit, ça. bah, Ouais. naturellement, je pense, oui, Oui, c'est oui, oui, pas oui, bien facile, sûr. mais naturellement, c'est dans l'esprit des gens, tu vois. Ouais, mais là, le cas concret que tu viens de donner, c'est génial parce que tu vois, tu as 28 balais, mais le truc, c'est qu'en fait, pour moi, tu as su conseiller les personnes avec un profil X. Et c'est ça que les gens recherchent. C'est l'expertise que tu peux avoir, 20 ou 25 ou 30 ans ou Ouais, mais 60. on est d'accord que Ouais, ça fait pas tout, mais juste dans l'esprit des gens, c'est comme ça, tu vois. tout à fait. Mm. C'est pas notre état d'esprit qui importe, tu vois, c'est l'état d'esprit général de la population. Et je me suis dit, ah bah, du coup, en publiant sur LinkedIn, je vais, entre guillemets, montrer que je sais et Ouais. que je peux faire des choses pour les clients, quoi. Et puis au-delà bah, des clients que ça peut apporter, ça apporte aussi de la légitimité. Bah, typiquement comme toi, tu vois, je peux me faire inviter dans des podcasts, Tout je à fait, travaille ouais. avec d'autres plateformes, etc. Donc c'est sympa, tu vois. Là, ça fait une autre source, ça peut faire une autre source de revenus. LinkedIn, ça fait une autre source de revenus avec les clients, mais aussi ça me donne la légitimité parce que je suis invité dans des podcasts, enfin, Oui, les médias. je me montre et je sais, enfin, je montre que je sais, tu vois, et ce qui est là, et peut-être qu'en m'écoutant, les clients, enfin, les auditeurs plutôt,
ils vont adhérer à pas, ma philosophie, ou ils se disent peut-être que celui-là, il peut m'aider en fonction de mon cas. Tu vois, Ouais, complètement, ouais, complètement. Parce que du coup, il y a une chose que j'ai notée. J'ai vu sur ton profil que tu étais un premier investisseur chez Shares. Alors, Shares, c'est quoi? Parce que j'en entends un peu parler là, mais ouais. c'est Ouais, quoi ça? Shares, c'est une startup française. Ouais, Donc, c'est une fintech qui permet d'investir en bourse et en crypto-monnaie. d'accord. Un peu comme Trade ou eToro, non? C'est ça. Il C'est se un place peu. en concurrent frontal? En gros, c'est l'idée. C'est la même chose, sauf que sur Shares, bah déjà, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est français de 1. Ouais, Chose, si on compare pas plus que ça, c'est français. Mais si après, si on rentre dans le détail, il y a vraiment un aspect social qu'il y a sur Shares. C'est aussi dans le nom. Et c'est en gros, sur Shares, c'est un peu comme sur Twitter, si tu veux, où tu peux partager tes trades, que ce soit en action, en crypto-monnaie, et justifier de pourquoi tu les as fait. Et, voilà. Et les gens qui te suivent le voient, même les gens qui te suivent pas d'ailleurs, ils voient jamais les montants ouais. que tu investis, mais ils voient les pourcentages que tu peux investir, tu vois. Il a augmenté sa position de 50%, tu vois, par exemple. Mais où il a investi, il a acheté sa première action Apple, je ne sais. Mais quel est l'intérêt de faire ça? C'est plutôt l'aspect C'est communautaire? l'aspect communautaire. Donc Ouais, après, Share, d'accord. c'est quand même enfin, c'est pas pour des clients patrimoniaux, tu vois, tu vas pas avoir un portefeuille de 3 millions sur Shares, mais c'est pour des gens qui veulent investir en bourse, qui veulent commencer. C'est un des meilleurs moyens parce que ça te permet d'apprendre des autres. Tu vois, tu as l'aspect communautaire, tu vois les justifications des autres, pourquoi ils le Et font. sur les autres plateformes, c'est pas possible? eToro, Trade Republic, c'est pas possible? C'est pas pareil, c'est pas aussi, enfin, je trouve que c'est pas aussi didactique, tu vois. Là, il y a vraiment l'aspect, D'accord, il ok. y a vraiment un plus, je trouve, sur cette appli-là. Ok, je connaissais pas du tout, donc j'irai faire un tour, parce que bon, Ouais, j'ai tu investi un peu en bourse, mais cher, tu vois, je connaissais pas. Donc, ok. Quentin, est-ce qu'il y a une chose que j'ai oublié de te parler, qu'on a oublié d'évoquer, et que tu aimerais justement préciser sur le podcast? Non, pas particulièrement. On a bien parlé d'IMO, on a parlé un peu plus même de donations, enfin de droits civils. Ouais, ouais, non, mais parce que tout est lié, en fait. L'immobilier, c'est quand même une pierre angulaire dans une famille, c'est quand même jamais trop loin, et il y a beaucoup de sujets, énormément de sujets autour. C'est Ouais. souvent le dénominateur commun de succession, de donation, et souvent les gens en France commencent par ça, ou en tout cas une bonne majorité. Bah, c'est une bonne idée, tu vois, mais enfin, l'idée, enfin, moi, je conseille vraiment à tous d'investir, surtout quand tu es jeune, d'investir en immobilier en physique, profiter de l'effet de levier du crédit Bah, écoute, tu et parles à un investir convaincu. avec ton cash, investir avec le cash que tu as ailleurs. Bah, tu parles à un convaincu. Écoute, on arrive sur la fin du podcast. Bah, du coup, en tout cas, je te remercie beaucoup, Quentin, Merci à toi. de ta disponibilité. Est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que c'est quoi ton un petit peu ton qu'est-ce qu'on met en Sur LinkedIn, description? LinkedIn? principalement. Ouais. LinkedIn principalement. Bon, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas l'épisode vous a plu. Je remercie encore Quentin et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou si tout simplement vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Greening. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.